une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter. Pour le coup ce ne sera que des romans MM et ensuite j'ai 4 mangas à vous présenter qui traînent dans la pile des points lecture depuis je ne sais pas combien de temps. Et pour le coup ça n'aura rien à voir avec des romans MM ou yaoi du tout. Je passe d'un extrême à l'autre, voilà, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Et du coup on va arrêter de tergiverser, on va commencer tout de suite. Je commence du coup par un premier tome, il s'agit de Scratch, donc le portail ardent de Damon Suede et c'est publié aux éditions Rainbow. C'est un roman assez court. Ici on va suivre donc Isaac. Isaac est un jeune homme timide, qui se sent très mal dans sa peau, il est enrobé, il n'est pas beau gosse, il n'est pas moche non plus, mais voilà, il est assez banal et il n'a pas du tout confiance en lui, vraiment, c'est quelqu'un qui va suivre la ligne toute tracée qu'on lui a tracée pour lui et il ne va jamais en sortir. Du coup Isaac, il a un travail qui est certes à la base passionnant puisque lui, il restaure les très vieilles œuvres, les très vieux livres. Malheureusement il s'ennuie dans sa vie, il s'ennuie dans son quotidien, il n'a pas beaucoup d'amis, il n'a pas non plus d'amant alors qu'il aimerait bien trouver quelqu'un avec qui faire sa vie. Du coup, Isaac, il en a marre et il décide que pour son anniversaire, il allait faire quelque chose qui sortait complètement de sa zone de confort, quelque chose qui ne rentrait pas dans les clous, quelque chose qui est extrêmement extravagant pour lui. Il va se rendre dans un club échangiste pour le jour de son anniversaire. Il prend son courage à deux mains, il le ficelle bien, il le met sous le bras et il y va. À ce moment-là, il va rencontrer un homme très étrange, extrêmement particulier. Et à partir de ce moment-là, son monde va complètement être chamboulé. Il va partir à volo. Et le pauvre Isaac, il va en voir des vertes et des pas mûres. Alors, je vous en dis pas plus pour le résumer parce que je pense que je vous en ai déjà dit plutôt pas mal alors que c'est un roman assez court. Pour tout vous dire, ce roman est extrêmement particulier, j'ai pas tout compris, on va pas se mentir, j'ai pas tout compris, j'ai pas trop compris où l'auteur voulait en venir non plus. Je pense que l'auteur voulait en dire vraiment beaucoup plus, mais le roman est très court, ce qui fait que c'est très condensé. Il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent, surtout vers la fin du roman. C'est très condensé, c'est très dense, avec des explications qui sont assez alambiquées. Ce qui fait qu'on arrive à la fin et on est là, what the fuck, j'ai pas tout compris. Où l'auteur veut en venir, voilà. Moi c'est la sensation que ça m'a donné. La plume de l'auteur est également assez particulière pour ce roman. Ici, les noms et en tout cas l'étymologie des mots, leurs origines premières, des noms, des prénoms et parfois il va y avoir un lien commun avec plusieurs religions, ont une réelle importance dans ce roman. Ça aurait pu être intéressant, sauf que comme je vous l'ai dit, c'est trop condensé, ça va beaucoup trop vite. Le personnage qu'Isaac va rencontrer est également un personnage très mystérieux, même un peu trop alambiqué pour moi. Et du coup, je suis arrivée à la fin en me disant, j'ai pas tout compris. Voilà, j'ai pas tout compris, je sais pas où voulait en venir l'auteur. Je pense que si le tome 2 sort en France, je sais pas s'il sortirait un jour, il y aura peut-être plus d'explications. Mais du coup, là on arrive vraiment à la fin du tome 1, en se demandant, mais j'ai pas compris où l'auteur voulait en venir, c'est quoi en fait l'histoire, parce que du coup, il n'y a pas de réelle intrigue, voilà, l'intrigue elle se met en place, mais tellement doucement par rapport à tous les événements qui vont avoir lieu, c'est assez compliqué. Moi, ce roman, je l'ai trouvé assez compliqué à suivre, et du coup, si le tome 2 sort, j'ai peur qu'on retombe dans les mêmes travers. C'est dommage parce que finalement, c'est assez original comme histoire. On va aborder des thèmes qu'on n'aborde pas souvent dans les romans, et je trouvais ça plutôt cool. On a des personnages qui sont assez intéressants et Isaac est un personnage finalement qui est plutôt sympa. Mais du coup, moi, cette lecture a été gâchée par la complexité, la façon dont ça a été traité, le fait que ce soit beaucoup trop court et que du coup, l'auteur a voulu trop en dire en trop peu de pages, ce qui fait que, voilà, j'en ressors assez déçue et je trouve ça franchement dommage. Je continue par un tome 1 encore, il s'agit de Tiak et Frey, donc la bête de Boudmin Mor
C'est de Harper Fox et c'est publié chez MXM Bookmark. Le premier et deuxième tome sont sortis en même temps en format électronique. J'ai lu le premier tome parce que le résumé me plaisait et c'est typiquement le genre de roman que je lis assez facilement, vous le savez. Fantastique, romance, mais également enquête policière, j'adore ça. C'est typiquement le genre de livre que j'aime. Donc j'y suis allée un peu les yeux fermés. C'est un roman encore une fois qui est assez court. On va suivre Tiak. Tiak vit dans une petite communauté où tout le monde connaît les histoires de tout le monde, les problèmes de famille ou non. Lui, il est flic et malheureusement, une petite fille a disparu depuis quelques semaines et lui, il n'arrive pas à trouver le moindre indice qui pourrait lui permettre de retrouver cet enfant. Il en arrive à un point où il commence réellement à désespérer et à avoir plus du tout confiance en lui et à ses compétences en tant que policier. Puis un jour va arriver un jeune homme qui s'appelle Frey, je crois que c'est lui, le médium Frey, ou je confonds les deux, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc Frey se dit médium, dit qu'il va vouloir l'aider à retrouver l'enfant, ou en tout cas qu'il a la possibilité de l'aider, parce qu'apparemment il a quelques visions qui lui ont indiqué de venir ici. Tiak est pas très... voilà, il est plutôt sceptique à l'idée de se faire aider par un médium qu'il estime être un charlatan, mais de toute façon au point où il en est, il finit par accepter son aide parce que lui, tout seul, il n'y arrive pas. Je vous en dis pas plus pour le résumer. Donc ici on va avoir un duo qui va se former vraiment très rapidement et qui vont faire du coup vraiment équipe pour essayer de retrouver cette petite fille qui a disparu. Malheureusement, encore une fois, c'est un roman assez court et du coup j'ai l'impression que tout va beaucoup trop vite. La romance en même temps que la résolution de cette intrigue, tout va se faire vraiment vite et j'ai trouvé que c'était dommage du coup parce que même si l'intrigue est bien foutue, même si la romance finalement reste assez crédible, c'est trop condensé encore une fois. J'ai l'impression qu'on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps de réellement intégrer l'univers que l'auteur a créé et de réellement s'attacher au personnage. Je pense que ça va se faire vraiment petit à petit dans ce genre de roman, puisque déjà le tome 2 est sorti en même temps, le tome 3 va pas tarder à sortir ou il vient de sortir, et le tome 4 également est prévu pour la fin de l'année, donc ça va aller très vite, et donc je pense qu'on en aura vraiment un peu plus par la suite. Mais c'est vrai que moi, quand je lis un tome 1, j'ai envie que ce soit un peu plus long, j'ai envie d'avoir un peu plus à lire, vraiment avoir le temps de m'intéresser à l'intrigue, à l'univers et de m'attacher au personnage. Là du coup j'ai pas eu trop le temps en fait de tout ça et ça m'a un peu manqué, mais malgré tout l'intrigue est plutôt bien foutue, la relation est plutôt bien réussie également, c'est bien écrit et j'ai trouvé que finalement ça se lisait quand même assez vite, assez bien et c'est plutôt également agréable. Donc je pense que je lirai la suite même si ça fait pas encore partie de mes priorités. Je continue par le tome 3 du Cercle des Gentlemen, donc troisième et dernier tome, je précise. Donc ici la position d'un gentleman de Kaji Charles, publié aux éditions Rainbow. Alors ici on va s'attarder sur Lord Richard qu'on rencontre dans le premier tome. Lord Richard, on le voit dans tous les tomes, c'est un homme fort, c'est celui qui est un peu le chef du Cercle des Gentlemen, c'est lui qui a un peu créé ce cercle, donc tout le monde s'appuie sur lui, c'est lui qui résout les soucis, c'est lui qui va écouter tout le monde, c'est sur lui, sur son épaule à lui que tout le monde va s'épancher. Malheureusement, Lord Richard, lui aussi, il est humain, mais lui, il n'a personne, mis à part son valet, à qui se confier quand ça va pas. Son valet, qui est donc David Cyprien, est un personnage plutôt costaud dans le genre, où c'est quelqu'un de très retors, quelqu'un de très malin, de très filou, et qui dans l'ombre tire les ficelles. Voilà. Et très rapidement, on va savoir dès les premières pages que Cyprien est fou amoureux de son patron. Hein, voilà, clairement. Donc tous les deux vont avoir une relation assez compliquée puisque pour Richard, la différence de position va être un frein à leur relation. Pas parce qu'il ne l'aime pas, pas parce qu'il se dit qu'il vaut mieux que lui, ça n'a rien à voir. Lui ne veut pas s'imposer et être le chef, entre guillemets, dans leur relation amoureuse de Cyprien. Sauf que Cyprien ne voit pas les choses de cette façon. Et ça va être très compliqué pour eux de réellement avoir une relation. Ils vont passer par tout un tas de situations. Ils vont avoir
des rebondissements, il va surtout y avoir des ascenseurs émotionnels entre eux, et ça va être vraiment, vraiment compliqué. Mais moi je m'attendais quand même, malheureusement on l'a vu qu'à la fin, vraiment vers la fin, et je trouve ça dommage, j'aurais aimé en avoir un peu plus de David Cyprien, parce que David Cyprien, dans tous les tomes, on sait que c'est lui qui va tirer les ficelles pour sortir les potes de Lord Richard des emmerdes dans lesquelles ils se mettent. Mais finalement dans les autres tomes, ça reste assez vague et assez effleuré. Et là, je m'étais dit, on va le voir dès le départ, il va tirer les ficelles, et ça n'a pas été le cas. Ça a été le cas vraiment sur la fin, et là, on voit vraiment le personnage dans toute sa splendeur, et ça, j'ai adoré de le voir essayer de trouver des petites solutions, de trouver des tactiques, de vraiment manipuler son monde pour arriver à ses fins. Et ça, j'ai juste adoré, j'adore ce personnage, c'est mon personnage préféré de toute la saga, parce que ouais, il est vraiment, vraiment malin ce personnage. Mais voilà, j'aurais aimé voir ça un peu plus dans tout le roman, ça n'a pas été le cas. Mais malgré tout, on le voit pas mal vers la fin et je trouvais ça plutôt cool. La relation est sympa, la plume est encore une fois très agréable. Donc j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à lire ce troisième et dernier tome. Je termine pour les romans avec Un miroir de Lily Haim, publié aux éditions MXM Bookmark. Ce roman, il fait pas loin de 600 pages, il est énorme. Les marges, je sais pas, mais elles sont pas très larges, donc vous avez de quoi faire. Il passe son poids, ce roman, il passe son poids, mais je l'ai bouffé, je l'ai adoré. Alors, dans ce roman, on retrouve les défauts de Lily Haim, hein, les mêmes défauts que j'ai retrouvés dans d'autres romans, mais également on retrouve finalement les points positifs. Ici, on va donc suivre Indiana. Indiana, quand on le rencontre, il a une vingtaine d'années, c'est un gamin qui n'est pas bien dans sa peau, qui a beaucoup subi, puisque quand il était plus jeune, son frère a été condamné à mort parce qu'il était un meurtrier en série qu'on surnommait le violoncelliste. Ça a eu énormément de conséquences sur Indiana, sur son quotidien, sur son psyché à lui, parce que bah oui, ça a eu des conséquences sur lui vraiment profondes. Et Indiana, quelques années plus tard, va essayer de refaire sa vie, et malheureusement il va y avoir de nouveaux meurtres qui vont avoir lieu. Et les soupçons vont rapidement se porter sur lui. Je vous en dis pas plus pour le résumer parce que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, c'est vraiment pas besoin. Et parce que j'ai peur de trop vous en dire, alors que ce roman, il faut vraiment le lire pour l'apprécier. Alors, encore une fois, Lily Haim, elle a une plume absolument magnifique, elle a une plume extrêmement poétique, elle est toujours dans le côté psychologique des personnages, et elle arrive vraiment à rendre toutes ces émotions par rapport à l'intrigue de ce roman. C'est vraiment génial. La relation qui va se mettre en place entre Indiana et, comment il s'appelle, Suleiman, qui est un flic, est magnifique. La relation est absolument magnifique. Ce sont des personnages qui sont forts, mais qui ont également des faiblesses, parce que ce sont des êtres humains. Et Lily Haim arrive toujours à m'emporter avec sa plume absolument magnifique, avec des personnages extrêmement attachants, avec ce lien familial, puisque c'est quelque chose de récurrent chez cet auteur. Il y a une notion de famille, que ce soit une famille de sang ou pas en fait finalement, une famille que Indiana va se recréer lui-même. Il y a toujours cette notion de famille, toujours cette notion forte de loyauté et d'amour, et ça j'aime beaucoup dans ces romans. Maintenant, il y a aussi des longueurs, hein, on va pas se mentir, il y a quand même des longueurs dans ce roman. Et moi, j'ai découvert assez rapidement le fin mot de l'histoire. Voilà, arrivé à la moitié, à peu près, j'ai dit ah bah c'est ça. Et il s'est avéré qu'ils avaient raison, voilà. Mais bon, c'est pas le principal dans ce roman, je pense. C'est beaucoup plus. Voilà, ce roman, il est beau. Il est très beau, il est magnifique. Ouais, il est vraiment beau. Je vous le conseille si vous aimez le MM, parce que il vous emporte loin ce roman. Voilà. Je continue par les mangas et je commence par le tome 1 de Hell Paradise, donc de Yuji Kaku, publié chez Kazé. C'est ça, chez Kazé, voilà.
Et j'ai adoré ce premier tome, voilà, j'ai adoré. Ça se passe dans le Japon à l'époque Edo. On va suivre un samouraï, ou un ninja, il me semble, un shinobi qui est condamné à mort parce qu'il a tué plein de monde. Sauf que personne n'arrive à le tuer, que ce soit par le feu, que ce soit par la décapitation, par l'écartèlement. Personne n'arrive à le tuer, voilà, personne n'arrive à le tuer. Puis un jour, il va rencontrer une jeune femme qui va lui proposer un marché en échange de sa liberté et du fait qu'il va pouvoir retrouver la femme dont il est fou amoureux. Il doit l'accompagner sur une île qui apparemment s'appelle le paradis ou je sais plus quoi, pour essayer de retrouver un objet assez particulier. Et si jamais il s'en sort et qu'il récupère l'objet, il retrouvera sa liberté. Et alors, comment vous dire que c'était trop bien. Alors déjà, il y a plein de combats partout, le personnage principal est juste super fun et super chouette. Voilà, j'ai adoré, ça se lit très vite, graphiquement, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est violent, hein, c'est dans le trash, hein, parce que voilà, hein, il y a des têtes décapitées, ça gicle de partout. Mais bon, si ça vous fait pas peur, allez-y. Hein. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça super fun. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. Ouais, les personnages sont super chouettes, il y a plein de combats partout. Ouais, j'ai adoré. Et du coup, je vais lire le tome 2 très rapidement. Je continue par le premier tome de Moi quand je me réincarne en slime. Donc c'est une œuvre originale de Fooz, c'est un manga de Taiki Kawakami et un design des personnages de Mitzvah et c'est publié aux éditions Kurokawa. Je crois que c'est une saga qui compte déjà une dizaine de tomes, il me semble. Et j'étais très intriguée par le résumé, puisqu'ici on va suivre un homme de 27 ans, il me semble, enfin il a une trentaine d'années. C'est un homme assez banal qui vit sa vie, il va au boulot le matin, il rentre le soir, il va boire un coup avec ses amis. Voilà, il n'a rien de particulier, c'est juste quelqu'un comme vous et moi qui va avoir un jour le malheur de rencontrer un homme qui va le tuer. Voilà, l'homme va le tuer dans la rue et il va finalement, lui, se réincarner dans un autre monde, en slime. À savoir que le slime est le monstre, la créature la plus faible de toute la création. Mais quand je dis faible, c'est faible, c'est-à-dire que c'est juste un tas de gelée. Voilà, il se réincarne en tas de gelée. Voilà. Je trouvais que c'était fun, je trouvais que ça avait l'air fun, je trouvais que ça avait l'air... C'était vraiment original et du coup j'étais très enthousiaste, mais j'ai rapidement déchanté. Simplement parce que tout va lui tomber tout cuit dans le bec. Il devient très rapidement très puissant, il sait tout faire, il est super intelligent, il sait tout, il se fait des amis très vite, il devient chef très vite, enfin bon bref... Ce slime est limite invincible, c'est un dieu, enfin c'est tout ce que vous voulez, et ça par contre j'ai trouvé que c'était pas crédible. C'est vraiment tout d'un coup, tout va lui tomber vraiment tout cuit dans le bec. Et j'ai trouvé ça dommage. Je sais pas, je m'attendais à ce qu'il lui arrive plus d'aventures, à plus de malheur, alors que certes il évolue peut-être, mais pas aussi vite et pas dans le premier tome. Je vous assure que dès les premiers chapitres, mais il est littéralement vénéré quoi, et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tout va si vite, alors que c'est censé être la créature la plus faible de toute la création des monstres. C'est juste une gelée, voilà, c'est juste une gelée. Donc j'ai trouvé que c'était pas du tout crédible. Maintenant, les dessins sont très beaux. Je vous montre ça rapidement. Voilà, les dessins sont très beaux. Je sais pas si vous voyez bien. On a quand même, à la fin du tome 1, des questions qui se posent et on a bien envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Mais j'espère que le mec va, enfin l'espèce de créature ne va pas devenir encore plus puissante très vite comme elle ne l'est déjà actuellement, parce que alors là, si le tome 2, ça fait encore ça, je crois que je n'irai pas la suite. Voilà. Je termine du coup par le tome 1 et le tome 2 de Kemono Incident de Sho Amimoto, publié encore une fois chez Kurokawa. Et là, j'ai beaucoup aimé ma lecture. On va suivre donc ce jeune garçon qui vit dans un petit village. C'est un peu le paria de son bled paumé. Un jour, un détective privé va se pointer pour découvrir pourquoi beaucoup d'animaux meurent dans la nuit et se trouvent à moitié décomposés en moins de 24 heures. Voilà. Il va mener son enquête. Il va demander de l'aide donc à ce jeune garçon qui, je ne sais plus comment il s'appelle déjà. Je ne sais plus. Et ce jeune détective va apprendre au gamin qu'il est à moitié humain et à moitié ghoul et va l'inviter à venir à Tokyo. Je vous en dis pas plus, mais c'est du shonen, ça se lit très vite, c'est très sympa, il arrive tout un tas d'aventures au personnage.
On va découvrir tout un tas de personnages de l'âge donc de ce jeune garçon. Il va essayer d'apprendre à vivre en ville et il va vouloir essayer également lui de retrouver ses parents parce qu'on lui a toujours dit que ses parents étaient morts, mais finalement il n'en est plus si sûr et il aimerait bien les rencontrer. Et c'était vraiment sympa, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a plein de rebondissements, les personnages sont mignons et attachants, donc je lirai le tome 3 qui est prévu pour octobre avec un grand plaisir. Et voilà, j'en ai terminé pour ce point lecture, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et des petits pouces bleus, à me dire si vous avez lu certains des romans, ce que vous en avez pensé ou non, ou si ça vous donne envie de les lire ou non également. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si jamais vous vous perdez sur cette toile. Et puis moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.